Et nous allons maintenant évoquer la vie juive à Varsovie, juste avant la guerre et la création du ghetto avec notre invité Jean-Charles Jourek. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, politologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la Pologne et des relations judéo-polonaises. On va pour démarrer, évoquer la communauté juive avant la guerre à Varsovie. C'est la plus grande communauté juive d'Europe. Que représente-t-elle en termes de population et de qui et de quoi est-elle composée? Vaste question. La population juive de Varsovie avant la guerre, c'est 368 000 personnes. C'est 30% de la population de Varsovie, donc c'est un habitant sur trois. C'est quelque chose de très très important. Imaginez à Paris un habitant juif sur trois, on a du mal à l'imaginer. C'est une population composite, une population où se trouvent aussi bien des juifs orthodoxes, des sionistes, des juifs laïcs. C'est une population qui a un quartier qui est centré sur une rue bien décrite, entre autres par Isaac Bashevis Singer, et où se trouve ce qui s'appelle la rue Nalevki, qui est une rue où se trouve une population de colporteurs, de marchands, une rue typique, on appelle cela la rue juive. Tout ça a disparu avec la guerre. Et donc c'est une population qui est aussi caractérisée par des partis politiques différents. Il y a des partis religieux, il y a des partis sionistes, il y a la gauche qui est représentée également. Et au conseil municipal de Varsovie, vous avez aussi des représentants de la communauté juive qui sont présents. Alors, un tiers de la population de la ville, mais un cloisonnement aussi avec les Polonais catholiques. On ne vit pas ensemble, mais côte à côte. Quelles étaient justement les relations avec les Polonais non juifs? Alors, je pense que dans Varsovie, bon, il y avait un quartier juif, ça c'est vrai, mais en même temps, il y avait aussi une partie du monde juif, en particulier dans les grandes villes et en particulier à Varsovie, qui était polonisée. Des juifs polonisés. Qu'est-ce que c'est qu'un juif polonisé? C'est quelqu'un dont la langue maternelle est plutôt le polonais que le yiddish. C'est aussi parfois des juifs convertis, il y en a eu, puisque même dans le ghetto même, il y avait des juifs convertis. Et c'est une population qui a donné des personnages illustres. Par exemple, le plus grand poète polonais du XXe siècle, Julian Tuwim, c'est un juif polonisé. Une figure très connue également, c'est Janusz Korczak, dont vous avez certainement entendu parler. Janusz Korczak, celui qui s'occupait d'un orphelinat d'enfants et qui était un grand pédagogue, mais c'était un juif polonisé, à tel point polonisé qu'il était officier de réserve de l'armée polonaise, qu'il se baladait dans le ghetto en costume d'officier polonais. Donc ça n'a pas empêché qu'il a fait le choix de partir avec les enfants à Treblinka en août 1942. Mais voilà, c'est ça les juifs polonisés. Donc je ne dirais pas que surtout dans Varsovie et dans les grandes villes, qu'il y avait une telle séparation entre le monde juif et le monde pas juif, parce que les catholiques aussi, c'était pas tous. Le monde polonais n'était pas composé que de chrétiens, il y avait aussi différents types de populations. Alors, que se passe-t-il au moment donc de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne? Que se passe-t-il pour la communauté juive, et notamment celle de Varsovie? Mais pour la communauté juive de Varsovie, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le quartier juif est plus bombardé que les autres quartiers de Varsovie, comme si les Allemands ciblaient particulièrement les Juifs. Les Allemands demandent à ce que la population juive forme un conseil juif, un Judenrat, à la tête duquel se trouve l'un des membres de la communauté juive d'avant-guerre, les autres, une partie de ce conseil juif ayant choisi de partir, de fuir la Pologne. Lui, il avait choisi de rester, Adam Tcherniakov. Son nom est important parce qu'il va nous laisser un document. Il écrit au jour le jour ses mémoires, qui ont été traduits en français par Carnet du ghetto de Varsovie, c'est sorti en 1996. Et donc on a une idée de ce que ce président du Conseil juif subit comme pression de la part des Allemands. Donc les Allemands demandent à ce que se forme un Conseil juif se forme. Le ghetto est créé en octobre 40, mais définitivement fermé en novembre 40, le 16 novembre 40, et à partir du moment où le ghetto est fermé, eh bien c'est
plus de 300 000 personnes qui sont enfermées. Au pic, au moment où le ghetto est à son maximum de population, de surpopulation, parce qu'il faut savoir que le ghetto est le quartier juif, disaient les Allemands, le ghetto est installé sur une superficie de 2,4% de la superficie de la Varsovie d'avant-guerre. Alors, on fait sortir les locataires et les propriétaires non juifs pour faire rentrer toute la population juive dans ce très petit espace qui devient finalement la plus grande concentration au mètre carré de personnes en Europe. Exactement. Il y a 113 000 Polonais qui sont expulsés de ce quartier et on fait venir 130 000 Juifs qui habitaient donc en dehors de ce qui allait devenir le ghetto de Varsovie. Je passe évidemment sur le fait que les Juifs sont obligés de porter le brassard, qu'ils sont obligés d'aller travailler. En gros, l'histoire du ghetto, ça commence à partir de novembre 40 et une étape sera achevée en juillet 42 quand les Allemands demandent à ce que les Juifs soient emmenés vers le camp d'extermination de Treblinka. Donc pendant 1 an et demi, les Juifs sont obligés de subir les mauvais traitements, la maladie, la mortalité. C'est 70 000 personnes qui meurent entre le 1er janvier 1941 et juillet 1942. Donc une surmortalité terrible puisqu'il y a 7 personnes pour une pièce dans cet espace extrêmement exigu. Et voilà, le ghetto est traversé aussi par des tensions sociales fortes parce que les inégalités de classe ne changent pas avec la naissance du ghetto. Les divisions de en classe sociale se maintiennent. Ce n'était pas l'objectif que de transformer socialement le ghetto de Varsovie. Donc il y a des pauvres, et c'est les pauvres qui trinquent le plus, bien évidemment, où la surmortalité est la plus grande. Et il y a aussi une population riche à qui Tcherniakov demande de participer pour aider les pauvres, et en particulier les enfants. Alors, il y a dans cette idée de ghetto et dans les mauvais traitements que vous venez de décrire et qu'on entend et qu'on entendra sur RCJ aujourd'hui à travers ces témoignages lus, l'idée d'antichambre de la mort, de préparer finalement les Juifs à leur extermination. Enfin, oui et non. Oui, dans la mesure où ça l'a été de fait, et non dans la mesure où les Juifs ne pensaient pas que cela allait se terminer comme cela s'est terminé. Les Juifs étaient mal informés, mais un peu informés sur ce qui s'est passé à Treblinka. Treblinka, c'est à une centaine de kilomètres de Varsovie. Des cheminots avaient été envoyés vers le camp d'extermination de Treblinka et qui avaient rapporté à Tcherniakov et aussi aux partis politiques que les trains partaient vers Treblinka plein, chargé, et revenaient vides, et qu'il y avait quelque chose de pas normal. Et donc, il y avait une forte présomption qu'il y avait des exécutions au camp de Treblinka. Mais les gens n'y croyaient pas. Tcherniakov lui-même avait adopté comme stratégie la stratégie, l'orage passe et nous allons continuer à vivre. C'est un peu ça, comme, vous savez, le roseau plie, mais ne se casse pas. C'était ça l'idée. Tcherniakov lui-même avait pensé, je parle d'autant plus facilement de Tcherniakov que j'ai traduit son manuscrit, c'est pour ça que j'en parle, mais c'est important de le mentionner parce qu'il disait qu'il pensait que les Allemands qu'il avait en face de lui, c'était les Allemands de la Première Guerre mondiale qui étaient, selon lui, qui se comportaient d'une manière pas du tout comme ceux de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour lui, ça a été une révélation que de voir que les Allemands se comportaient comme ils se comportaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on est venu lui demander de livrer les enfants, il s'est suicidé. Alors, quelle a été l'attitude des Polonais de l'autre côté du mur du ghetto ? Comme l'a dit le bourreau du ghetto de Varsovie, celui qui allait liquider le ghetto, à savoir le SS Jürgen Stroop, il a écrit un rapport dont le titre était le ghetto de Varsovie n'existe plus. Dans son rapport, il disait que la population polonaise était indifférente. Et elle était indifférente. De l'autre côté du ghetto, la population polonaise était indifférente. Le grand poète polonais Czesław Miłosz, qui a écrit un
un fameux poème qui s'appelait Campo di Fiori, dans lequel il disait devant le ghetto en flammes, il y avait un manège qui tournait et qui tournait. Donc c'est une image, bien sûr, une image qui correspond à la réalité, et ça traduit un peu le sentiment général de la population polonaise. Dernière question, on en viendra donc à la journée de demain. Dans quel contexte précis se dessine la révolte du ghetto de Varsovie? Là, les révoltes se dessinent au moment où ont lieu les grandes déportations. Les grandes déportations à destination de Treblinka commencent le 23 juillet 1942, quand Tcherniakov se suicide et qu'on envoie des enfants vers l'Umschlagplatz, qui était ce lieu où se trouvaient les wagons de la mort. Et ces déportations vont avoir lieu pendant 2 mois. 300 000 personnes vont partir, environ, vont partir à destination de Treblinka, et ça va durer 2 mois. Et c'est en juillet 1942, voyant que cette situation s'aggravait, que les organisations qui allaient former ce qui allait devenir l'organisation juive de combat, formée de différents partis politiques, de différentes sensibilités politiques, c'est là que se forme le noyau de la résistance armée. Merci Jean-Charles Jaurec. On vous retrouvera donc jeudi sur cette antenne pour évoquer ensemble l'après-ghetto de Varsovie, avec notamment les pogroms et les relations difficiles. Et c'est un euphémisme entre les Juifs et les Polonais après la Shoah. Merci à vous. Merci à vous.